Bienvenue sur le podcast Crypto Sniper Trading, un podcast parce qu'on vous apprend les trucs et astuces pour réussir à bien vivre du day trading. Bienvenue au 4e épisode du podcast Crypto Sniper Trading. Donc Mathieu Boucher est en compagnie de Hugo Labrec. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous autres, je veux passer au travers du lexique. Donc du lexique du trading, le lexique de la bourse. On va couvrir vraiment beaucoup de choses parce qu'avant de rentrer dans des trucs vraiment techniques, faut comprendre les petits termes, les petites terminologies, les stratégies et tout ça. Fait que on va passer au travers de ça. Ça se peut que ce soit un épisode un peu plate, si je peux dire ça, moins d'énergie, beaucoup d'informations, mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de définitions. Donc c'est sûr que on va avoir moins de trucs très eye-opening puis de nouvelles stratégies, genre comment faire X montant d'argent en temps de minutes, mais ça va être vraiment super important que vous passiez au travers de cet épisode-là pour avoir des bonnes bases pour par la suite comprendre qu'est-ce qu'on va dire. Parce que si tu comprends pas le langage, ça me sert à rien d'expliquer une stratégie. Fait on part avec ça. Je vais te laisser commencer. On va y aller par ordre alphabétique. On va y aller comme qu'on le sent. Parce que pour vrai, il y a tellement de termes. Des fois, il va y avoir des termes qu'on va dire que je vais dire, ah ben oui, regarde, on pourrait refaire donner cette définition-là. Fait qu'on y va par ordre alphabétique. Adlib. On commence par ça. Fait que, Hugo, fait que, vas-y, tu peux commencer. Commence par, dans le fond, ce qui te tente. Puis après ça, on va découler de ça. Ben, je vais commencer avec, dans l'ordre alphabétique, tu avais mis le ask. Je vais commencer avec le ask puis le bid parce que c'est un peu la base quand tu envoies un ordre, de comprendre le bid, le ask, qu'est-ce que c'est. Donc, il y a les acheteurs, il y a les vendeurs. On veut savoir à combien ils sont prêts à acheter les acheteurs. Donc, le bid, c'est quoi les offres qui sont pending, à quel prix les gens sont prêts à l'acheter. Puis le ask, de l'autre côté, c'est à quel prix les gens sont prêts à vendre. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut gager un petit peu. Il est où le momentum? Est-ce que c'est plus aux vendeurs ou aux acheteurs? Et de comprendre le bid puis le ask, c'est déjà une bonne base pour savoir comment envoyer ton ordre. Puis est-ce que la différence... Donc, il va y avoir une différence entre les deux? Oui, puis il peut y avoir un spread aussi, qu'on va peut-être parler plus tard dans le lexique, mais le spread, c'est la différence entre le bid puis le ask. Donc, ça veut dire que si, exemple, il y a des vendeurs qui sont prêts à vendre à un certain prix, des acheteurs sont prêts à acheter à un certain prix, quand que je passe mon ordre, c'est normal que je sois toujours en négatif quand que je commence. Mais oui et non, parce que je sais que dans les stocks, en tout cas, tu peux envoyer un ordre limite, je sais pas pour le Forex de ton côté, mais l'ordre limite, ça va être à un prix que tu as déterminé que c'est à ce prix-là que tu vas rentrer. Ouais. Si tu rentres market, ben oui, ça se peut que tu commences déjà avec un pas de recul si tu as acheté à un prix qui était peut-être plus haut ou plus bas. Puis là, c'est pour ça que je disais qu'on va y aller à adlib puis qu'on va y aller comme que ça sort, parce que pour vrai, des fois, on va dire des termes, puis même lui, il s'en rend pas compte. Comme quoi que il y a des termes qu'on utilise que on se dit, ah ben là, c'est normal, les gens, ils comprennent c'est quoi. Mais là, dis-moi, c'est quoi un ordre limite? Donc, tu as parlé d'ordre limite, d'ordre marché. Donc, c'est quoi un ordre limite? Mais l'ordre limite, ça va être vraiment un prix fixe auquel tu veux entrer. Donc, si j'envoie un ordre limite, par exemple, à 5 $ pour le prix de l'action au prix que je veux l'acheter, ben c'est à 5 $ qu'ils vont m'exécuter. Si ça va à 5 et 2, je ne serai pas exécuté. Mon ordre, c'est à 5 $, donc l'ordre limite, c'est au prix fixe que je veux entrer. L'ordre marché, ça va être au prix que si je veux acheter, je vais probablement acheter au ask à la personne qui est prête à me le vendre maintenant. Donc, c'est là où est-ce que tu disais tantôt, je pourrais rentrer à perte au départ. C'est que le prix, il se négocie, je vais encore prendre l'exemple de 5 $. La personne qui est prête à me le vendre, il est prête à me le vendre à 5 et 5. Ben, je vais probablement acheter à 5 et 5 si je rentre avec un ordre marché parce que je vais rentrer au prix du vendeur. Exact. Puis ça varie. Donc, ça varie tout dépendamment de la journée, dépendamment du temps de la journée, dépendamment du volume. Donc, si on a, exemple, je donne un exemple, on est 9h30 le matin, il y a beaucoup de volume, ça se peut que ton bid et ton ask soient très rapprochés. Ouais. Par contre, si je suis à 14h50, on est proche de la fermeture, il n'y a pas grand-chose qui se passe, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien, ça se peut que mon ask et mon bid, il y a une grosse différence entre les deux. Donc, on a un gros spread entre les deux. Exact. Puis, en tout cas, pour un trader actif, moi, j'aime bien qu'il soit proche. Qu'il y ait un petit spread, j'aime bien que le bid puis le ask soient proches parce que ça démontre qu'il y a beaucoup de liquidité. Exact. Fait que, puis aussi, en fait, de un à la base, si tu vois que ton bid et ton ask, il y a une grosse différence entre les deux, ben là, tu peux soit décider de trader un autre type d'actif ou un autre paire ou un autre stock, ou bien tu peux décider de le trader, mais avoir une gestion de risque en conséquence. Donc, avoir un stop loss plus gros. Ajuster ta position peut-être à la réduire pour ce range-là que tu pourrais laisser varier aussi. Parce que si, exemple, je prends des exemples de Forex, si on prend une paire comme euro-USD, donc l'euro versus le US,
Le spread, donc la différence entre le bid et le ask va être 0.2, 0.3, 0.5 pips. Tandis que si je prends une paire comme USD JPY, où est-ce que là, c'est le US contre le yen, ça se peut que j'aille du 1, 2 ou 3 pips de spread. Donc, j'ai un gros spread, dépendamment du temps de la journée. Ça se peut que j'ai un gros spread. Fait que là, il faut une grosse différence entre le bid et le ask. Donc, je vais devoir ajuster mon stop loss, je vais devoir ajuster ma position de trade en conséquence. Exact. Super. Explique-moi donc, en fait, je vais y aller. Je vais y aller vu que je suis là. Le ATR, donc le Average True Range, en fait, dans le fond, ça, c'est un indicateur qui nous permet de définir, en fait, l'amplitude de variation d'un actif sur une période donnée. Donc, si, exemple, donc ça, c'est quelque chose qui varie dans le temps en fonction des variations. Si on voit qu'on consolide, ton ATR va être plus faible, va être plus petit, parce que tu vois qu'on consolide. Donc, la moyenne des dernières chandelles, la moyenne de variation des dernières chandelles va être plus petite. Si, par exemple, on voit qu'on a une très grosse variation, exemple, une très grosse montée, ton ATR va être beaucoup plus gros, ce qui va faire que ça va te permettre d'ajuster ton stop loss en conséquence. Puis ça, c'est principalement une des raisons. Ajuster ton stop loss en conséquence. Puis aussi de pouvoir... Est-ce que je suis dans un mouvement très trending? Ça me sert à rien si j'ai un ATR, exemple, à 500 $ pour Bitcoin, exemple, mais que je mets mon stop loss à 300, donc 300 $, exemple, en dessous de mon prix. Ben, ça se peut que le prix vienne me chercher. Parce que je suis même pas, soit que je suis pas en dessous de la dernière structure, ou bien je suis même pas en dessous de la variation des dernières chandelles. Exact. Dépendamment comment tu gères ton risque, moi, j'aime ça mettre mon stop loss en dessous du range. Donc, j'ai une confirmation qu'on est sorti du range. J'ai ma confirmation que j'ai tort parce qu'il est descendu en dessous du support quand je veux long ou il est passé en haut de la résistance quand je veux short. Exact. Fait que moi, c'est pas quelque chose nécessairement que j'utilise. Moi, j'y vais vraiment dépendamment de la structure. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser le ATR. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Oui, tu as bien fait d'en parler. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur l'ATR? Non, vas-y. Je vais continuer avec bearish, bear market. Je pense que... C'est tous des synonymes, mais ils ont toutes leurs petites subtilités. C'est juste que souvent, on va parler, puis moi, je vais utiliser, mettons, le bearish dans plein de situations différentes. Fait que c'est au moins de comprendre les subtilités. Ouais, veux-tu nous donner un exemple d'une situation où tu l'utilises? Ben, exemple que je peux l'utiliser, tu sais, le bear market. En fait, le bear, c'est que c'est un ours. Donc, dans le fond, l'ours, qu'est-ce qu'il fait quand il veut attaquer? Donc, il se lève vers le haut, puis il vient t'écraser vers le bas. Donc, puis on a le bull, qu'on va parler peut-être probablement tantôt, que le taureau, il part d'en bas pour pousser vers le haut. Donc, le bear, c'est-à-dire qu'on est soit en tendance baissière, donc on a le bear market, on a une tendance bearish, on est dans une chandelle bearish, on est dans... Bref, on a plein de synonymes ou plein de subtilités, mais tout veut dire qu'on est dans la tendance baissière. Exact. Ça peut être une chandelle, ça peut être une tendance, ça peut être une structure baissière, ça peut être une impulsion baissière, mais une impulsion bearish. C'est juste un anglicisme, mais c'est juste pour dire que c'est vers la baisse. Exact. Donc, la tendance, il y a beaucoup de selling pressure, beaucoup de pression à la baisse. Donc, il y a des chances qu'à chaque fois, ça repop, de pas trop s'exciter parce que ça va redescendre peut-être plus bas après. Là. C'est où est-ce qu'on a beaucoup de plafonds, beaucoup de résistance. Exact. Go. Mais bullish, on en a parlé un petit peu, mais on pourrait dans le fond compléter le sujet en disant que bullish, c'est l'inverse, avec le taureau qui pousse vers le haut. Là, on va remarquer que, par exemple, chaque support va être acheté, chaque breakout va se tenir, les niveaux vont se monter de plus en plus haut dans un cycle bullish. Ce qu'on a vu, par exemple, en 2020, à partir de avril jusqu'à fin 2021, c'était très, très bullish. Donc, les gens aiment un marché bullish. Je pense que c'est plus facile là, pour les gens qui entrent dans le marché ou qui sont pas à l'aise avec le short selling. C'est sûr que bullish, c'est ce qu'on est habitué de voir, là, que les gens ont comme opinion du marché, c'est un marché bullish. Good. Fait que je prends encore la balle au bon. Short selling. Donc, explique-moi, c'est quoi? Moi, comme j'avais expliqué dans le premier épisode, le short est quelque chose, c'est comme la 8e merveille du monde en trading. J'adore ça, moi aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup plus tendance à aller vers le short que vers le buy, surtout présentement. Là. Explique-moi, c'est quoi le short? Parce que les gens, je pense qu'ils ne comprennent pas que tu peux faire de l'argent quand que ça baisse. Ouais, ben,
C'est un peu l'inverse, tu sais, des gens qui sont optimistes, qui analysent une compagnie puis qui pensent qu'ils sont sous-évalués. Ben, le short selling, c'est l'inverse. C'est quand tu penses que le mouvement est exagéré à la hausse, tu penses que le party achève, là, fait que tu prends ta chaise, la chaise musicale, là, tu sais que ça s'en vient, tu vas better contre la compagnie, donc tu vas pouvoir, ou la paire de devises, dépendamment de ce que tu trades, tu vas pouvoir en fait vendre puis racheter plus bas. Donc, tu vas garder le profit entre les deux. Tu vas pouvoir vendre les actifs même si tu les détiens pas en étant long dessus. Tu vas pouvoir les emprunter à ton broker. Je vais prendre l'exemple des stocks où est-ce que tu vas avoir des shares que tu vas emprunter à ton broker. Tu vas les vendre. Tu vas les récupérer plus bas. Dans le film de Big Short, il prenait un exemple un petit peu de je veux faire de la limonade. Je vais vendre ma limonade $1, mais après ça, je vais racheter mes citrons 50 sous. Puis je vais te redonner tes citrons que j'ai payé 50 sous, puis je vais garder le 50 sous de ma limonade. Fait que, dans le fond, il n'y a aucune différence entre aller en long ou aller en short. La seule différence, c'est juste que, tu sais, c'est dans le processus, là, donc au lieu d'acheter, tu vas vendre en premier, mais au final, c'est la même chose. Tu vas venir faire une transaction, tu mets ton stop loss, c'est juste que c'est à l'inverse. Exact. Donc, si tu vas en short, donc tu vas venir shorter le marché, donc tu vas venir parier à la baisse. Donc, tu vas commencer à faire de l'argent quand le prix va descendre en bas de ton prix, puis tu vas mettre ton stop loss au-dessus. Donc, au-dessus de la structure. Puis par la suite, quand le prix va descendre, bien là, c'est là que tu vas parier à la baisse, tu vas faire de plus en plus d'argent. Je vais faire une petite parenthèse quand même au niveau du risque. Là, quand tu short, très, très risqué de shorter. Il faut le mentionner, je pense, parce que c'est vraiment le fun. Ça va vite, ça descend vite. J'aime dire que ça monte en escalier puis ça descend en ascenseur. Toujours. J'adore ça, moi aussi, faire le short selling. Mais il faut comprendre que quand tu short, ton potentiel de gain il est limité. Versus quand ça monte, ça peut monter des rendements au-dessus de 100%. C'est en fonction de quelle phase de marché que tu es. Exact. Si on regarde en 2021, shorter en 2021... T'as fait une coupe de pièces avec ça, mais pas tant que ça. 2022, si t'as été long, t'as pas fait beaucoup d'argent. Exact. Fait que c'est en fonction de dans la phase du marché. Puis si on regarde présentement dans quelle phase où est-ce qu'on est, on est en tendance baissière depuis début 2022. Donc, t'as eu beaucoup plus de chance. Donc, le long, tant qu'à moi, était plus risqué en 2022. Ouais. Tous les gens qui ont long la Bitcoin en début 2022 sont wreck aujourd'hui. Exact. Fait que c'est juste... À court terme, ouais. À court terme. Mais c'est juste une question de comprendre le marché puis de comprendre dans quelle phase du marché qu'on est. Est-ce que puis moi ça me dérange pas de shorter. J'adore shorter, j'adore faire ça. J'adore acheter, peu importe. Mais c'est vraiment de comprendre dans quelle phase qu'on est. Puis si on comprend globalement dans quelle phase de marché qu'on est sur le daily 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, parce que moi, je serai dans 5 minutes. Donc, je vais regarder tout ça. Puis là, je vais pouvoir me dire, OK, là, à ce point-là, il va y avoir un retracement. Ouais. Donc, si on a un retracement, je vais utiliser le short parce que je vais pouvoir profiter de ça. Fait que c'est pas, à mon avis, à moi, je pense pas que c'est plus risqué que d'aller en long. C'est juste que les gens, instinctivement, c'est pas quelque chose qu'ils vont faire de nature de vouloir shorter. Ils sont toujours habitués de, je vais acheter pour du moins long terme. T'sais. Ben, le trading, c'est contre nature. C'est ça. C'est complètement l'inverse de comment que le cerveau fonctionne. Donc, c'est ce qui rend ça un petit peu plus challengeant. Explique-moi la différence. J'ai souvent cette question-là, la différence entre un broker puis une plateforme de trading. Donc, je donne un exemple entre un broker qui peut s'appeler, mettons, FX Choice, puis la plateforme de trading MT4. Parce que souvent, les gens, ils pensent que leur argent est envoyé sur MT4 puis qu'ils tradent. Mais dans le fond, MT4, MetaTrader 4, c'est un intermédiaire. C'est juste une plateforme. Fait qu'explique-moi, c'est quoi la différence entre le broker puis le MT4 Ben, ou je trouve que bien t'es quand même bien parti. le Là, C-Trader. sans vouloir remettre ça dans ta cour, je trouve que t'es bien parti. Je garde ça de mon bord. Donc, en fait, très souvent, on parlera pas du stock market, mais vraiment au niveau du Forex, c'est que la plateforme de trading, où est-ce que vous passez vos ordres, c'est MetaTrader. Donc, MT4, MT5 ou bien C-Trader. Dépendamment de ce que vous faites, en passant à C-Trader, très bonne plateforme de trading, beaucoup plus avantageux sur les features. Je fais un petit aparté comme ça. Et beaucoup plus 2022 que MT4. MT4 un petit peu plus Windows 98 MT4. Là. Oh, ça barouette. Je sais pas si vous avez déjà tradé sur MT4, là, mais ça fait vraiment vieux jeu. Bref. Donc, le broker, en fait, là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir mandater MT4 pour faire tout ce qui est exécution de trade. Mais là, c'est le broker qui va détenir la liquidité.
Donc, c'est juste faire la différence entre les deux. C'est lui qui va gérer vos ordres. Par contre, tu ne passes pas tes ordres directement avec lui. Tu vas passer tes ordres sur un intermédiaire qui est MT4 ou MT5 ou C-Trader, bref. Fait que c'est juste de faire la distinction entre les deux. Comme les gens vont peut-être utiliser TradingView, ben, TradingView, tu peux connecter ton broker, mais c'est pas un broker. C'est une plateforme de charte. Exact. Fait qu'on a fait le bull tantôt. Explique-moi une bearish engulfing, bullish engulfing. Dans le fond, ça, c'est un pattern de chandelle. Moi, en fait, je vais encore faire la balle au bon, c'est moi qui l'ai dit. Sorry, guys. Fait que, bearish engulfing, bullish engulfing. Les deux veulent dire absolument la même chose, c'est juste dans un contexte de buy ou dans un contexte de sell. Donc, quand on va parler de chandelle englobante, en français, c'est chandelle englobante. Chandelle englobante ou chandelle englobante baissière ou chandelle englobante haussière, c'est que c'est une chandelle que le corps de la chandelle, il est beaucoup plus grosse que la chandelle précédente. Ça en dit long, ça, quand on voit ça. En fait, on veut voir ça. Que ça soit à la hausse ou que ça soit à la baisse, peu importe le time frame, ça va venir nous indiquer dans pas nécessairement quelle direction, mais ça va venir nous donner une indication, savoir est-ce qu'on a beaucoup de volume. Donc, est-ce qu'on a beaucoup de volume à la hausse ou on a beaucoup de volume à la baisse? Exemple, je donne un exemple qu'on est dans une zone de support. Une zone de support, on va y revenir tantôt. Si on est, exemple, dans une zone de support et que moi, je vois une chandelle englobante haussière, donc une bullish engulfing haussière, je vais venir, ça va m'indiquer que, OK, dans cette région-là, il y avait vraiment beaucoup d'acheteurs. Le volume était beaucoup plus grand à la hausse, donc beaucoup plus d'acheteurs, beaucoup plus d'ordres qui ont été exécutés à la hausse. Puis par la suite, ça va m'indiquer qu'on a du momentum à la hausse. Même chose à la baisse, on est dans un niveau de résistance. Et là, on va venir, ça va nous donner du momentum à la baisse. Donc, c'est juste un pattern de chandelle. En fait, c'est un type de chandelle que j'aime bien. Tu ne trades pas juste à cause de ça. Non, c'est un indicateur. Mais ça donne un indicateur. Je dirais ça. Par contre, si j'ai exemple que j'ai une bullish engulfing sur le daily, ça se peut-tu que ça monte pendant une couple de jours après? Ben, c'est une indication. Je vais faire je vais faire du pouce sur ta mais chandelle. ça nous donne une indication sur la direction, ça nous donne une indication sur le volume, ça nous donne une indication que dans cette région-là, il y avait beaucoup d'acheteurs. Après ça, c'est de ramener toute la stratégie puis la méthode, mais ça nous donne une indication que, OK, oui, dans les prochains jours, on a peut-être des chances de pousser vers le haut. Ouais. Puis je vais suivre avec justement le bull flag, par exemple. C'est d'avoir le setup de chandelle que tu viens d'expliquer, ben là, si ça se tient, puis là, la tendance, le bull flag, il y a un poteau, puis il y a un drapeau, même principe vers le bas. Moi, j'aime ça dire, ça craque le lot, puis tu vas voir que ça se maintient. Là. Ta chandelle qui a dépassé les autres, qui a fait un nouveau high dans le cas d'un trend bullish, ben si elle se tient, ça va créer un drapeau, puis ça va repartir à la hausse par la suite. Donc ça, c'est plus un pattern qu'un type de chandelle. Fait que, si je comprends bien, le drapeau, en fait, le drapeau, comment j'aime bien l'expliquer, c'est que c'est une combinaison de deux trucs. Donc, la première des choses, c'est qu'on a un gros mouvement impulsif. Ce sera un gros mouvement impulsif vers le haut ou vers le bas. Puis souvent, ça va être suivi d'un triangle isométrique. Mm-hmm. Donc, le triangle isométrique, ce que c'est qu'on va avoir une belle variation vers le haut et vers le bas. Puis au fur et à mesure qu'on va s'approcher de l'apex du triangle, on va voir que les chandelles vont se rapetisser. Donc, le range. Ça se contracte. Donc, on voit que le volume se contracte. Puis après ça, pouf, là, ça va venir décoller vers le haut. Sinon, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir, exemple, un léger canal baissier. Donc, ça veut dire que le prix va aller dans un certain canal, mais va toujours aller faire des bas plus bas puis des hauts plus bas jusqu'à temps qu'on vienne briser ce canal-là. Ça, c'est un vrai beau drapeau. Puis par la suite, on est continué vers le haut. Fait qu'on a les deux façons. Fait que dépendamment de qu'est-ce que vous voyez, moi, j'aime bien trader le triangle isométrique. Là, donc, grosse montée, période d'accumulation, distribution, puis après ça, on redécolle vers le haut. C'est très personnel à chacun aussi. T'sais. Les gens qui écoutent, faut pas qu'ils se mettent à juste chercher ça après avoir écouté le bull flag, faut que j'en trouve un. C'est vraiment qu'est-ce qui fit ta personnalité, qu'est-ce que tu reconnais facilement, puis qu'est-ce que tu es capable de tirer avantage. Puis, tu sais, ça dépend de comment tu trades. Moi, je ne trade pas le bull flag directement. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. OK, je vais regarder où est-ce que le prix est actuellement. Si je vois qu'on a une continuité haussière parce que X, Y, Z raison, puis que là, je vois un bull flag ou je vois un drapeau aussi, là, je vais le trader en conséquence. Mais je vais pas dire,
je vois quelque chose qui ressemble à un drapeau, je vais le trader. Non. Ça va ajouter une confluence à ce que j'ai déjà comme idée. Exact. Chandelle d'indécision. Doji, donc ou Doji. Chandelle qui n'a pas un gros corps, qui varie beaucoup à la hausse, à la baisse, qui en dit pas long sur la direction que ça va prendre. Est-ce que tu vas en ajouter? Je pense qu'il n'y en a pas long à dire sur la chandelle d'indécision. Ben, en fait, c'est que dans la chandelle d'indécision, ça peut être deux choses. Ça peut être on peut les voir sur un renversement de tendance. Donc, exemple, qu'on est dans une très grosse tendance haussière, très souvent, on va avoir des doji dans le top du marché parce que là, on est comme plus sûr d'en savoir dans quelle direction qu'on s'en va. Ou sinon, ça peut être carrément une pause. Donc, exemple, on a une grosse descente. Après ça, on va avoir 2, 3, 4 doji, chandelles d'indécision, des petits corps, des petites... En fait, l'ouverture de la chandelle et la fermeture sont quand même assez rapprochées avec des mèches vers le haut et des mèches vers le bas. Ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs se battent pour savoir dans quelle direction qu'on s'en va. Puis par la suite, on a une continuité ou bien on a un renversement. On peut les voir aussi dans les périodes, comme tantôt on disait, où est-ce que c'est plus calme, où est-ce que du spread là, dans le bid de ask. On peut les voir aussi, ce type de chandelle-là, dans des périodes plus tranquilles. Exact. Fait est-ce qu'on devrait s'exciter ou on devrait s'inquiéter quand on voit ce genre de chandelle-là? Je pense qu'on est neutre. Non, c'est juste que tu regardes voir c'est quoi le prochain move qui va se faire. C'est une des chandelles, c'est un des types de chandelles. Fait que moi, quand je vois des doji, pour moi, je fais juste attendre de voir c'est quoi le prochain move qui va se faire parce que ça peut être autant une continuité que d'être une pause. Donc, une pause pour un renversement ou une pause pour une continuité. Fait que fais juste attendre de voir c'est quoi le prochain move qui va se faire. Exact. Moi, je veux, excuse-moi, je vais te lander là-dessus. Chandelle et Kenashi versus les chandelles japonaises. Moi, j'adore les chandelles japonaises, là, je vais t'avouer. C'est surtout comme ça que je regarde mes graphiques parce que... Mais tu peux t'expliquer c'est quoi? Ben, le corps va être vert si la chandelle si la chandelle a ouvert plus bas puis elle a fermé plus haut, elle va être verte. Puis si elle a ouvert plus haut puis elle a fini plus bas, elle va être rouge. Donc, ça me permet d'associer les couleurs à le mouvement qui se passe, puis avoir où la force de ma chandelle quand je regarde où elle va fermer, où elle va ouvrir. J'aime beaucoup attendre que la chandelle ferme avant de me faire une thèse pour ce qui va suivre. Puis, donc, dans le fond, si je comprends bien, ce genre de chandelle-là, c'est les chandelles traditionnelles qu'on voit partout. Ouais. Donc, les chandelles japonaises, c'est ce qu'on voit sur TradingView, ce qu'on voit ailleurs. Moi, j'adore ça parce que ça me donne... Parce que moi, je vais comparer ça souvent à un roman. Donc, un roman, c'est une charte, puis chaque chandelle est une page. Puis moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe sur chaque page, parce que si j'ai manqué une page, ça se peut que je ne comprenne pas le roman. Exact. Donc, ça, c'est mon opinion à moi. Donc, j'adore ça, j'adore savoir le type de chandelle, j'adore reconnaître les patterns. Donc, ça, j'aime vraiment ça. Sinon, on a les chandelles Ekenashi. Les chandelles Ekenashi, c'est des chandelles de moyenne. Donc, ils vont venir faire une moyenne entre l'ouverture, la fermeture, le low et le high de la chandelle actuelle et de la chandelle précédente. Donc, moins de noise un peu. Beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de... tu sais, exemple qu'on est en tendance baissière. Je vous donne un exemple précis. On est en tendance baissière, puis là, je pense qu'on pourrait mettre une image, là, genre... ici ou whatever. Ben, c'est de dire, on est en tendance baissière, puis si on a les chandelles traditionnelles japonaises, on va une avoir... rouge, deux vertes, une rouge. Exactement. Donc, on va avoir peut-être 2 rouges, on va avoir une verte, on va avoir peut-être une autre petite montée verte, on va avoir 2, 3 rouges ensuite, tandis que sur les Ekenashi, on va avoir juste des rouges. Ça amène peut-être un peu plus d'indécision à quelqu'un qui est en train de s'adapter à regarder des graphiques. Ça se pourrait qu'il se demande un peu plus qu'est-ce qui se passe en voyant une rouge, une verte, 2 rouges, une verte. Exactement. Fait que c'est des chandelles de moyenne. Il y a pas un qui, à mon avis à moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On a des très, très, très bons traders qui ne tradent qu'avec les Ekenashi. On a des très bons traders qui ne tradent qu'avec les chandelles traditionnelles japonaises. Fait que ça dépend vraiment comment vous avez été éduqué, comment vous avez été formé. Moi, j'ai beaucoup de misère avec les chandelles Ekenashi parce que j'aime voir le mouvement. J'aime ça voir comment que la chandelle bouge. C'est quoi le type de corps qu'elle donne. C'est quoi le type de mèche qu'elle donne. Mais c'est une préférence à chacun. Exact. C'est personnel à chacun de voir qu'est-ce qui s'adapte à ton approche. Je pourrais faire suite sur... là, on tombe plus peut-être dans des produits, par exemple. J'ai vu FNB dans le lexique là, que tu avais mis. Donc, des fonds négociés en bourse.
ça va ressembler un peu aux produits que les gens vont obtenir avec leur conseiller financier, mais c'est accessible à l'investisseur individuel pour l'acheter via son Disnat, son Questrade, ou peu importe la plateforme qu'il utilise. Donc, très liquide, très accessible. Puis, c'est un regroupement de produits qu'un gestionnaire de portefeuille a décidé de mettre. Puis, il va avoir un mandat dépendamment. Ça peut être des actions de dividendes canadiennes, ça peut être actions internationales. Donc, chaque FNB a un mandat. Puis, c'est accessible à l'investisseur. Donc, évidemment, vu que c'est une gestion que l'investisseur fait lui-même, le frais de gestion est plus faible que les produits qu'ils vont obtenir avec une institution financière ou un professionnel. Puis, est-ce qu'on retrouve 52 millions de ETF puis de c'est FNB, c'est une grosse mode. Là. Il y en a beaucoup. Là. Le marché s'adapte. Là. Les services financiers s'adaptent. Fait que les gens aiment participer de plus en plus à leur investissement. Donc, c'est très en vigueur là, depuis les dernières années. Cool, excellent. Moi, je veux vous parler de... là, on tombe... Je sais pas si vous savez, on y va par ordre alphabétique. Là, on est rendu dans EMA, EMA, SMA. Donc, moyenne mobile exponentielle, moyenne mobile simple, puis moyenne mobile, moving average tout court, moving average simple, puis exponential moving average. C'est quoi la différence entre les trois? C'est que dans le fond... Si je regarde une moyenne mobile, ben, ça va être une SMA. Mais la SMA, c'est la moyenne mobile très simple. Ce qui veut dire, par exemple, que j'ai qui est en fait, c'est une moyenne des dernières chandelles. Donc, c'est toi qui choisis quelle moyenne que tu veux avoir. Souvent, les plus utilisés vont être la 50, la 100, la 200. Ça, c'est ce qui est le plus utilisé. Des fois, tu vas avoir la 9, la 13, la 21. Dans un plus petit time frame, je pense qu'en day trading, tu vas être plus proche de la 9, 10, 13, 20. Plus gros time frame, 50, 100 puis 200. Puis encore là, ça dépend de ta stratégie. Exact. Est-ce que tu veux trader les croisements de moyenne mobile pour que ça t'indique une tendance? Moi, je trade pas ça. Moi, je trade pas des croisements. Moi, j'ai juste la 50, la 100, la 200 pour agir comme support et résistance. Exact. Est-ce que je suis en dessous ou je suis au-dessus? Exactement. Mais en fait, non. C'est juste un niveau de support ou de résistance dynamique. Okay. C'est même pas savoir si je suis au-dessus de la 200, est-ce que je vais acheter ou je vais vendre. Moi, je m'en contrefous. Okay. Moi, c'est de savoir est-ce que je suis proche de, exemple, sur le daily, le 4 heures, le 1 heure. En bas de 1 heure, des fois, les 15 minutes, je vais les regarder, mais en bas du 15 minutes, c'est très rare que je les regarde. Très personnel à moi, parce que moi, je vais me fier sur le daily 4 heures, 1 heure. Mais si j'ai, exemple, la 50 sur le 1 heure, puis que j'approche de ce prix-là, il y a des très fortes chances que sur le 5 minutes, j'ai une réaction. Même chose à la hausse ou à la baisse. Si j'ai la 200, exemple, sur le 4 heures, très forte chance que j'ai une réaction aussi. Donc, je les utilise moi, vraiment comme des niveaux de support et de résistance dynamique. Moi, je vais utiliser juste les EMA. Je trouve que les SMA sont très bien aussi. C'est juste que les EMA, les moyennes mobiles exponentielles, vont accorder plus d'importance aux dernières variations de chandelle. Fait qu'ils vont accorder plus d'importance. Fait que si tu mets les deux, une à côté de l'autre, la EMA va bouger plus rapidement que la SMA. Fait que c'est juste pour ça que plus réactive un petit peu. Elle est un petit peu plus réactive. Puis c'est encore là, ça dépend. Il y a des gens qui vont trader les croisements de moyenne mobile. Il y en a qui vont trader juste pour savoir est-ce que je suis au-dessus de, mettons, la 50 ou au-dessus de la 200 pour savoir est-ce que je rentre en achat ou je rentre en sell, je rentre en vente. Fait que il y a beaucoup de façons. C'est juste de savoir comment que toi, tu veux l'utiliser puis de rester là-dessus. Comme moi, exemple, les croisements de moyenne mobile, je ne trade jamais ça. Exact. Mais c'est bon de les connaître. C'est bon de les connaître. Oui. Puis après ça, de garder tes ingrédients pour ta sauce. On fait toute notre sauce à spag de façon différente. C'est sûr. Elles sont toutes bonnes. Donc, ça, c'est sûr. Il faut juste à ta méthode à toi. Je vais faire du bon sur gestion de risque. On entend souvent aussi risk management, qui va être en fait de déterminer combien est-ce que je suis prêt à risquer pour le profit potentiel que je vais faire. Puis c'est très important parce que tu peux avoir un win ratio que ton ratio de gain est plus faible. Tu peux avoir raison 4 fois sur 10 puis faire de l'argent quand même. Si ton risk management est bon, si ta gestion du risque te permet d'avoir, par exemple, prends un exemple de 2 pour 1, à chaque fois que tu fais un gain, il est du double de ta perte. Ça te permet d'avoir du souffle pour continuer de trader puis d'avoir toujours un trade d'avance puis d'avoir un risque qui est conséquent à ta profitabilité. Fait que dans le fond, ça, c'est une des parties intégrantes qu'on va
parler souvent dans les prochains épisodes parce que la gestion de risque, la gestion de la position, c'est deux choses que ça fait partie de quand que je vais venir prendre ma trade initialement. On a le stop loss, on a ton point d'entrée, ton point de sortie, la gestion de la trade, qu'est-ce qui se passe si jamais il se fait ça, c'est où que je vais venir placer mon take profit, donc ma zone de profit. Ça va être avec la gestion du risque en fonction de c'est quoi la grosseur de position que j'ai, c'est quoi le pourcentage de profit que je vais aller chercher. Fait que ça, on va en parler dans les prochains épisodes, mais c'est juste de venir comprendre le concept. Exact. Puis dans le lexique, il y avait grosseur des positions qui suivait gestion de risque. C'est carrément en lien avec le risk management. Tu vas évaluer si tu as un plus gros potentiel de gain pour ce que tu risques. Ben, c'est intéressant de saisir un peu plus gros dedans. Donc, quand tu dis sizer, parce qu'on a beaucoup d'anglicisme, là. Ouais. Donc, quand tu dis sizer, ça veut dire de venir choisir une grosseur de trade. Exemple, si c'était avec un lot en Forex ou avec des shares, des actions en stock market, de venir prendre cette position-là qui va prendre une grosseur de position qui va correspondre à ta gestion de risque. Exact. Cool. Indicateur. J'adore ça. Non, parce que moi, je suis pas un gars qui aime les indicateurs. Moi non plus. Je n'aime pas beaucoup les indicateurs et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que les indicateurs sont des indications de variation de prix du passé. Ça n'indique pas le futur. Ça ne fait juste que refléter la variation de prix du passé. Donc, il y a certains... Moi, perso, le seul indicateur... En fait, les deux seuls indicateurs que je vais utiliser, c'est les moyennes mobiles. Pour moi, c'est juste parce que ça reflète les prix du passé, mais c'est juste que je me sers comme ça pour les niveaux de support et de résistance dynamique. Fait que je vais pas prendre un trade à cause de ça. Par contre, le seul que je vais utiliser, c'est un indicateur pour les divergences. Donc, les divergences, ça c'est un autre truc que j'adore trader, puis que vous devriez comprendre, c'est que ça indique un affaiblissement du mouvement. Ce qui veut dire que si, exemple, on a un mouvement à la hausse, puis qu'on se rend compte qu'on est rendu dans le top du marché, puis qu'on a de moins en moins de volume dans le top du marché, mais qu'on continue à faire des higher highs, on continue à pousser vers le haut, on a un affaiblissement, on a moins de volume, on s'essouffle, donc on est dû pour avoir un retracement ou un renversement. Fait que ça, c'est le concept de la divergence. On peut l'avoir à la hausse, on peut l'avoir à la baisse. Moi, je l'utilise en confluence avec d'autres trucs. Exemple, je donne un exemple précis. Ce matin, j'ai pris une trade sur l'or. On avait un niveau de résistance, on avait une moyenne mobile, une EMA, et on avait une divergence. Pour moi, c'est no-brainer, rentre dedans. Pourquoi? Parce que j'ai deux confluences, plus une divergence qui vient me dire que j'ai un affaiblissement, un essoufflement du mouvement. Let's go, on rentre. Ben, ça rentre dans tes critères. Moi, j'aime l'appeler le playbook. Là, dans ton critère de c'est quoi que je recherche, moi, c'est quoi le pattern que j'aime. Puis tu as des critères, puis quand ils sont atteints, ben, tu as une trade favorable. Exact. Puis l'indicateur en tant que tel, moi, je trouve que si on garde uniquement les indicateurs pour nous indiquer la variation de prix du passé, je trouve ça dur parce que souvent, les indicateurs vont venir nous indiquer des trucs soit trop similaires ou trop contraires. Donc, pour ma part, je préfère regarder seulement le prix des chandelles, donc le mouvement des chandelles, la structure de marché, voir est-ce qu'on fait des mouvements d'impulsion, des mouvements de retracement. Ça, pour moi, ça a beaucoup plus d'importance qu'un indicateur. Par contre, pour commencer, quand tu commences dans le day trading, tu commences avec des indicateurs pour t'aider. Puis il y a des gens qui tradent aux indicateurs qui ça fonctionne super bien aussi. Oui, c'est sûr. On a échangé nos opinions personnelles aujourd'hui, mais c'est pour ça que c'est important de les apprendre parce qu'après ça, tu peux l'ajuster à ta sauce à toi. Est-ce que toi, tu utilises des indicateurs ou non? Moi, j'aime support, résistance, volume. C'est pas mal mon créneau, puis les moving average. Exact. On pourrait en parler, résistance, support. Oui! On les aime-tu, les support, résistance? Est-ce que ça en dit long? J'adore. Support résistance, pour moi, c'est un des... En fait, je vais vous expliquer un peu ma sauce. Hein? C'est pas une stratégie en tant que telle, c'est juste la façon que je vais les utiliser. Il faut comprendre, les niveaux de support de résistance, tu les as sur toutes les timeframes. Que tu les as en 30 secondes, tu les as en 1 minute, tu les as en 4 heures, tu les as en daily, tu les as en weekly, en monthly. C'est juste que plus le support est grand, sur un timeframe grand, plus il va être respecté. Exact. Moi, j'aime les appeler les key levels aussi. Les niveaux clés, là, c'est de voir est-ce que, je vais prendre l'exemple du swing trading, ou est-ce que tu veux avoir une idée de la tendance, le support en weekly,
ça va être un gros support. Il va être fort. Puis quand je montre des graphiques à mes clients qui ont fait des investissements, j'aime aussi les appeler le support, le plancher ou la résistance, le plafond. Exact. Fait qu'on a différents, on a des tu sais, puis aussi au niveau du niveau clé ou une zone d'intérêt, on peut dire ça aussi. Parce que, exemple qu'on a un niveau, une zone d'intérêt où est-ce qu'on voit que le prix a rebondi dessus à plusieurs reprises. Mais ça, c'est des zones qui vont se changer de support à de résistance, de plafond à plancher, de plancher à plafond. Donc, si, exemple, on arrive puis qu'on se dit, OK, dans cette région-là, je donne un exemple sur Gold, exemple qu'on a le 1660 qui agissait comme zone de résistance, puis que là, il se fait tester une première fois, il se fait tester une deuxième fois. Mais là, il agit comme plafond. Il se fait agir comme plafond. À un moment donné, il vient que le plafond se brise, on réussit à passer au travers, et là, ce qui était plafond devient plancher. Donc, on a ce qu'on appelle, donc cette zone-là, qui était une zone d'intérêt avant, pour une résistance, devient maintenant un support. Donc, ces zones-là vont toujours être stables, ils vont être statiques dans le temps. C'est des zones d'intérêt qui vont rester statiques. C'est juste qu'ils vont agir comme support ou comme résistance, dépendamment le prix, il vient de quel côté. Toi, quand tu regardes tes zones de support résistance, est-ce que tu te dis, je vais considérer que c'est une résistance si ça a été touché 2 ou 3 fois, une fois? Est-ce que tu as un minimum que tu te dis, ça n'a pas été touché assez souvent, je ne le considérerais pas comme un niveau clé? Ça va dépendre du time frame. Des fois, pour moi, une zone de résistance, c'est juste une mèche. Des fois, sur le daily, exemple, ça peut être juste une mèche. Exact. Comme le high of the day, par exemple, qu'on pourrait dire, ou le haut de la journée. Exact. Fait que ça peut être ça. Sinon, évidemment, ça va me prendre au minimum 2 touches. Au minimum 2 touches. Ou bien, si je regarde, exemple, le daily 4 heures, si je vois qu'on a descendu à un certain prix, puis que ça fait très longtemps qu'on n'est pas revenu retester ce prix-là, bien, malgré qu'on n'a jamais retesté, je vais prendre, exemple, la mèche puis le début du corps comme support, comme zone d'intérêt. Parce que si on revient là, on a des bonnes chances. Exact. Parce qu'on n'a jamais retesté encore. Puis souvent, une chose que les gens ils doivent comprendre, c'est que le plus vite on vient retester une zone de support ou une zone de résistance, le plus de chances qu'on a d'avoir une réaction, comparativement à ce que les gens y pensent. Parce que, un exemple que je vous dis, je donne un exemple sur... T'étais parti sur Gold tantôt. As-tu un exemple sur le Gold? On fait Gold. Exemple que Gold, puis là, on l'a eu, là, on l'a eu dans les dernières semaines. Gold, il pousse vers le haut, mais il pousse vers le haut petit à petit. Exemple. Il pousse petit à petit, puis là, il pousse, puis là, il arrive à un niveau de résistance. À ce niveau-là, on descend, donc on fait un short, donc le prix retrace. Et là, ça l'a pris 12 jours pour monter. Puis là, en l'espace de peut-être 2 ou 3 jours, on revient au même spot. Ça veut dire que les gens, ils ont reacheté encore une fois. Et là, ils voient qu'à ce niveau-là, on a rejeté la dernière fois. Donc, les gens ils vont prendre du profit rapidement. Ce qui va faire qu'on va créer une forte réaction. Moi, j'aime beaucoup trader ça. Surtout, exemple, sur... on l'a eu sur US 30, le Dow Jones, actuellement, donc avant-hier. Ça a pris tellement de temps la dernière fois à atteindre le niveau où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, on a descendu encore plus bas que la dernière fois, puis on a monté plus vite. Donc, c'était sûr à 100% qu'on allait avoir une grosse réaction quand on allait atteindre ce niveau-là. Fait que moi, j'adore trader ça sur le daily, le 4 heures, le 1 heure. Ça, c'est mes zones préférées, même si je rentre en 5 minutes. Mais après ça, on est capable de venir disséquer ça en mini-support, mini-résistance sur le 5 minutes pour nous dire, OK, bon, ben, prendre une entrée plus tight ou, tu sais, de venir jouer avec le prix, jouer avec nos supports, nos mini-supports, mini-résistances. Parce que, exemple que je veux viser, je donne ça comme ça, là, on parlait de gestion de risque, exemple que je veux viser 1 sur 2. Mais que je me rends compte qu'on a un niveau de support très, très, très fort ou un niveau de résistance très fort qui serait, mettons, à 1 sur 1,75. Ben, moi, je vais prendre 1,75. Parce que pour moi, ça a plus d'importance de OK, à ce niveau-là, ça a déjà été rejeté. Fait que je préfère diminuer une petite coche pour m'adapter à ce que le price action me dit. Pour après ça, si ça continue, tant mieux. Mais au moins, je me suis pas fait avoir il est monté jusqu'à 1,175, puis finalement, il revient contre moi.
Exact. Exemple. Ben, je vais faire du pouce parce que tu as parlé de disséquer ou de peut-être vouloir prendre ton profit plus vite. Est-ce que tu te considérerais un scalper? Avant, oui. Avant, oui. En fait, la définition d'un scalper, c'est une personne qui prend de multiples positions qui durent quelques secondes à quelques minutes. On peut le dire comme ça. Avant, je prenais des positions qui duraient entre 3 et 15 minutes en moyenne. Fait que c'est pas des positions qui durent super longtemps. Par contre, tu peux pas faire du scalping pendant de longues périodes. Pendant de longues heures, je parle. Parce que tu es tout le temps focus à ce qui se passe. Tu fais toujours du in and out, des in and out, des in and out. Fait que t'as beaucoup de gens qui réussissent très bien à faire du scalping. J'en connais, je vous dirais, 5-6 qui réussissent vraiment très bien. Par contre, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, puis peut-être le ratio risque puis gain aussi est plus proche. Ah ouais, c'est beaucoup beau. Tu sais, de viser du 1 sur 4 en faisant du scalping. Très difficile. C'est pas ça qu'on vise, là. Exact. C'est vraiment pas ça qu'on vise. Mais le scalping en tant que tel, c'est ça. C'est de trader principalement entre le 1 minute et le 5 minutes et d'avoir des trades qui durent entre 1 minute et peut-être 15 minutes. Donc, c'est plus un style de day trading ou intraday trading aussi qu'on peut appeler. C'est considéré du day trading, mais c'est du trading à haute fréquence. Donc, tu vas faire peut-être plus de trades, tu vas viser... En fait, est-ce que tu vas viser nécessairement un risk ratio? Non. Tu vas viser peut-être un pourcentage ou peut-être tu vas peut-être viser un nombre de points. Par exemple, moi, je tradais beaucoup le Dow Jones, le US 30 avec du scalping, puis je visais tout le temps 30 points. Donc, est-ce que, dans le fond, tu visais un ratio de gain plus élevé? Je ne veux pas dire en risque gain, mais je veux dire sur, dans le fond, 8 trades sur 10 que j'ai raison ou est-ce que je prends un gain, je prends un gain, je prends un gain? Est-ce que mon risque était plus élevé? Tu parles du taux de réussite? Oui, le taux de réussite, en fait, c'est ce que je cherchais, merci. Est-ce que le taux de réussite... C'est sûr que mon taux de réussite était beaucoup plus haut. C'est ça. Parce que je vise des petits mouvements. Je vise plein de petits mouvements. Donc, mon taux de réussite est plus haut. Est-ce que je faisais nécessairement plus d'argent à la fin de la journée? Ben, je voulais le plugger parce que Oui, puis non. il y a des gens que dans leur personnalité, ils aiment avoir des bons coups à répétition. Puis ça peut être peut-être plus facile de s'adapter en faisant du scalping. Parce que tu rejoins justement ton ratio de gain, il est plus élevé. Mais je tiens à dire que c'est probablement un des styles de trading les plus difficiles difficile. le plus difficile à maîtriser. La gestion des émotions est quand même assez grosse à comprendre. Ta gestion du stress. T'as des règles solides. Ouais, tu sais, mais encore là, ça fonctionne pour certaines personnes. Moi, quand je faisais beaucoup de scalping, je me donnais 45 minutes. 45 minutes à 1 heure. Mon but était de faire 3%, 2%, 3% en 45 minutes à 1 heure. Fait que je prenais beaucoup de trades dans ce temps-là, mais j'étais focus sur une seule paire. J'étais uniquement le US 30, puis je tradais vraiment tous les petits mouvements, toutes les petites variations que je voyais, je les tradais. Je pouvais faire entre 5 et 8 trades dans mon heure. Mais je visais toujours un 25 à 30 points. Fait que, par exemple, dans la grosseur de trade que je faisais, je visais à peu près un 250 à 300 $ par trade pour aller me chercher, un petit 250, un petit 300, un petit 250, un petit 300. Fait qu'au final, ça m'amenait à... Tu vas chercher ton 1000, tu vas chercher un 1000, un 1500, un 2000. Par contre, dans la stratégie que j'ai aujourd'hui, je viens faire le même gain. Mais sur un plus gros time frame. Même plus. Trend following. Mais sur une trade. Fait que c'est vraiment... C'est libre à chacun. J'en connais un qui est dans le groupe Facebook. Il sort des très, très gros montants avec du scalping. J'ai un gars que je connais aussi à Toronto. Il sort un 150 000 par semaine en scalpant. Fait que c'est possible, mais c'est très difficile. Ouais. Il y a de la marge puis du 16 aussi là-dedans pour faire des gros gains comme ça. Faut le mentionner. C'est du gros levier. Tu vas avoir du gros levier, tu vas avoir des grosses grosseurs de position. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais la première fois que j'avais tradé, à un moment donné, j'ai fait une erreur. Je voulais rentrer un lot sur US 30, mais j'avais fait 1 0 de trop. J'ai rentré 10 lots. Puis je vous dis, là, 10 lots, quand ça fait 10 points, là, ça, c'est 1000 $. Puis 10 points, je sais pas si vous avez déjà vu la variation du Dow Jones, là, mais 10 points, là, ça va vite. Ça va très vite. Fait que là, moi, j'arrive, je pèse dessus, ça prend même pas 8 secondes, je suis déjà rendu à moins 1000. Je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Fait que, ben,
ces gens-là, c'est juste qu'ils ont des comptes qui sont vraiment gros. Tu sais, si t'as un compte à 1 million, là, mettons, t'as un stop-loss qui va varier peut-être à 10 000. Mettons, t'as 1% de ton compte, c'est 10 000. Tu t'en fous, là. C'est ça. C'est un processus aussi de se rendre là. Au début, tu t'habitues à le voir, puis après ça, quand ça devient plus mécanique, c'est juste des zéros là, de plus pour toi. Là, au final, je conseille pas aux gens de commencer avec du scalping. J'ai profité qu'on parlait du scalping pour parler du high frequency trading, intraday trading, day trading. Vu que tu as dit que c'était difficile puis que tu te mettais juste 45 minutes, ça m'amène à faire le lien vers l'over trading. Ça, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Si on arrive à la fin du lexique, là, on a presque terminé. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Le calvaire achève, les amis. Donc, je dis ça même parce que je vous ai averti au début. C'est costaud aujourd'hui. C'est costaud. Mais l'overtrading, ça, là, c'est probablement une des choses que mes étudiants ont le plus de misère et que j'ai eu de la misère pendant longtemps. C'est que d'être focus sur un pourcentage ou bien un montant d'argent, puis une fois que ce montant-là est fait, tu t'en vas. De pas essayer d'en vouloir en faire plus ou de vouloir en faire trop ou de... Regarde, vous avez votre plan, puis l'overtrading, en fait, ce que c'est que... Je sais pas si vous avez... En fait, je vais vous raconter une histoire, puis possiblement que ça vous est déjà arrivé. Vous commencez une trade, puis là, la trade, elle va du bon bord. Et là, vous avez fait une trade, 2 trades en positif, ça va bien, plus 2%, good, hey, j'étais un champion. Tu fais une 3e trade, elle est en négatif. Ouais, OK. Fait que là, je vais en faire un autre. Je vais revenir où j'étais. Je vais revenir où est-ce que j'étais. Puis là, finalement, OK, là, t'en fais un autre, une 4e. Puis là, tu reviens à break-even. Puis là, tu fais comme, ouais, OK. J'ai perdu ma journée, dans le fond. Mais là, je suis break-even. Ouais, mais là, Hugo, moi, j'avais 2% au début. Fait que la prochaine trade que je vais faire, elle va être gagnante. Mais là, moi, je vais revenir à mon 2%. Fait que là, tu vas en faire un autre. Puis l'autre que tu vas faire, elle va être gagnante. Puis après ça, l'autre que tu vas faire d'après, elle va être perdante. Fait qu'au final, tu as perdu 3-4 heures de ta journée, puis tu es revenu à break-even ou tu as été en négatif. J'ai aimé que tu aies donné un truc pour te dire, mettons un target, tu sais, sans te mettre de pression, mais un target que tu as atteint ça, ta journée est faite. Walk away. Tu prends ce que le marché t'a donné, puis ça le fait. Moi, tu vois, de l'autre côté, ma personnalité, il faut que je me mette des règles de l'autre sens, comme par en dessous zéro. Fait que moi, si j'ai 2 erreurs, 2 mauvais trades sur le même ticker, sur la même compagnie, je peux pas la retrader. Dans le fond, je la comprends pas bien, là, celle-là. Fait que j'ai le droit à un dernier trade pour ramasser un petit peu là, de gains, pour limiter les dégâts. J'ai le droit à un autre trade sur un autre ticker, mais après 3 trades dans la journée où j'ai tort, c'est terminé. Aujourd'hui, tu comprends pas bien ce qui se passe, tu as besoin de faire autre chose, va-t'en. Fait que pour moi, c'est 3 là, ce maximum, un pourcentage maximum de mon account, un maximum sur le risk ratio, sur le trade, puis 2 erreurs sur le même après ça. Tu l'as pas, admets-le, puis va-t'en. Puis ça, c'est parce que le problème, c'est que si tu continues, tu as du revenge trading qui arrive. Exact. Donc ça, c'est un autre concept où est-ce que là, je vais vous raconter une autre histoire que peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi. Tu rentres sur une trade, ça va bien, puis là, finalement, ça revient contre toi. Fait que là, t'es en négatif, puis là, t'en fais une 2e, t'es en négatif, puis là, t'as la pensée magique de dire « Hey, moi, j'étais un brillant, je vais me refaire, je vais doubler ma position. Donc là, t'as perdu 1% la première trade, t'as perdu 1% la deuxième trade, puis là, tu te dis « OK, moi, je vais risquer 2% pour la prochaine, parce que si je fais juste 1 sur 1, je vais revenir à break-even, puis... » finalement, tu perds ta trade pareil. Fait que là, t'es à moins 4% pour ta journée. Puis là, tu fais comme, tu veux essayer d'en mettre plus, puis finalement, ça fait juste de la merde. Puis quand tu te fais un journal, là, tu remarques souvent que tes grosses journées qui ont fait mal dans ton mois, là, t'as comme 10 trades, puis tes bonnes journées, t'en as 2. 3, clairement. Top, là, tu sais. Clairement. C'est parce que, puis ça, c'est dur. C'est très dur. De quitter l'ordinateur sur une journée une très bonne journée. Tu sais, comme exemple, je donne un exemple. Ce matin, je suis arrivé sur les charts avant le podcast. Hier soir, grosse soirée. On avait une soirée de réseautage. Je vous en reparlerai une autre journée, mais on avait une soirée de réseautage. Je me suis levé tard. Puis là, je suis arrivé sur les charts. Puis je me suis dit, je prends juste 2 trades. Aujourd'hui, là, j'en prends juste 2. J'ai à peu près 1h30. Finalement, je suis rentré en sell, donc en short sur gold. Je suis rentré en buy sur un autre truc. Puis je suis arrivé, j'ai fait mon pourcentage en gros max 20 minutes. Mais je m'étais donné 1h30 pour le faire. Fait que là, j'ai dit, parfait, c'est fini pour moi aujourd'hui. C'est là où le sentiment de liberté embarque. C'est fini pour moi aujourd'hui, dans le sens que mon but à moi était de faire 2,5% aujourd'hui. Je l'ai fait, puis après ça, je m'en vais.
Fait que finalement, je suis parti, j'ai tradé avec mes étudiants, donc dans la salle de trading qu'on a. Puis là, j'ai donné des trucs et astuces, mais j'ai pas tradé. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon pourcentage. Des fois, là, ça va prendre du temps avant que tu fasses ton pourcentage. Des fois, ça prend une fraction de seconde. Ça prend vraiment pas de temps. Aujourd'hui, ce matin, 8h30, on avait des grosses news. Le prix, il y a Jackie en fou. OK, c'est arrivé dans le bon sens. Pour moi, des fois, ça va prendre 2h30 à faire ton pourcentage, des fois, ça prend 20 minutes. Fait que c'est juste d'être content avec ce que tu fais, puis le marché, puis de prendre du profit. Ouais. Parce que finalement, j'ai pris mon profit, puis quand j'ai pris mon profit, comme 15 minutes après, le prix est revenu dans l'autre sens. Puis il a été plus haut. Fait que je me serais fait sortir au final. Il y a deux écoles de pensée, tu sais, puis il y en a qui sont pas d'accord avec ça, puis il y en a qui le sont. C'est quoi ton opinion sur You never go broke taking profit? Mais 100% raison. Moi, je suis d'accord aussi. 100% raison. Parce que le marché ne te récompensera pas pour avoir raison. Le marché va te en fait, non, excuse-moi. Tu ne réussiras pas en trading parce que tu as raison. Tu vas réussir parce que tu vas avoir fait de l'argent. Exact. Donc, ton but, c'est de faire de l'argent. J'aime beaucoup aussi que, tu sais, quand tu as sorti ton trade puis c'est officiel, tu sais, dans ton broker, c'est écrit « realize ». Oui. C'est réel. C'est réalisé une fois que c'est vendu. Exactement. Fait que moi, j'en ai... Tu sais, écoute, vous avez encore une autre histoire. Premièrement, vous avez déjà eu des trades qui sont allés plus 1,5, plus 2%. Puis là, finalement, tu finis que tu te fais sortir. Donc, ouais, mais tu sais, moi, je pensais que le prix... Ouais, mais on s'en fout de ce que tu penses. Le marché, là, réagit à ce que le marché te donne. Parce que toi, là, ce que tu penses, le marché s'en fout. Carrément. Donc, le marché, il se fout carrément de ce que tu penses. Il y a des joueurs beaucoup plus gros que toi qui sont là. Toi, t'es un petit poisson dans l'océan. Fait que toi, t'es là pour profiter des variations que le marché te donne. Fait que si le marché, aujourd'hui, te donne ça, prends-le. Prends-le, puis va-t'en. Parce que les banques, ils sont là pour te manger. Si on dit ça de même, là. Les banques, ils sont là. Il y a quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd. C'est un marché nul. Donc, tu vas avoir des... tu sais, il n'y a pas de perte en tant que tel. Tu sais, dans le fond, tu as un acheteur, un vendeur. S'il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Fait que si moi, je suis là puis j'ai profité de ça, je prends cet argent-là puis je m'en vais. Moi, c'est mon optique à moi. C'est je ne changerai pas le marché. J'ai une opinion sur le marché. Je vais lire le marché. Par contre, je ne peux pas savoir exactement où est-ce qu'il va aller. J'ai une bonne idée, mais des fois, le marché, il va arrêter un petit peu avant, il va arrêter un petit peu après, il va changer de bord. C'est pas une science exacte aussi. Il faut que les gens ils se rendent ça en tête qu'il n'y a pas un secret à découvrir. C'est pas tout le temps pareil. Il faut vraiment être souple sur ses attentes. Fait que... je pense qu'on va... On a dit pas pire, là. On a dit quand même beaucoup, mais c'est juste que si vous commencez dans le trading ou que vous êtes un petit peu intermédiaire, débutant intermédiaire, puis que là, vous demandez, en fait, c'est quoi qu'on dit, mais des fois, vous pouvez revenir à cet épisode-là pour revoir, réécouter, ou bien sinon, je donne un breakthrough d'ici 2 à 3 mois maximum. Je vais avoir mon livre qui va sortir, donc vous allez pouvoir avoir le lexique à portée de main. Sinon, il y a plein de sites web, je pense que c'est Baby Pips, qui donnent aussi des lexiques comme ça. Fait que ça peut vous être utile lorsque vous commencez pour quand vous écoutez des trucs, des vidéos YouTube, des podcasts, des formations, d'aller voir les différentes définitions parce que toi, tu penses peut-être que tu peux penser que ça veut dire ça, mais finalement, c'est pas ça. Fait que comme toujours, le podcast est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Fait que je vous souhaite une excellente fin de journée. Prochain épisode, on va parler de journal de trading, de plan de trading. Donc, restez focus sur le plan. On a fait des petites brides aujourd'hui, mais essayez de rester focus sur votre plan de trading. C'est ça qu'on va parler dans le 5e épisode. Donc, comme toujours, gros merci Hugo. Merci Mathieu. Puis, on se voit dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec nous. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et vous pouvez écouter cet épisode sur YouTube, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de streaming.